Bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine du numérique, où on va vous proposer 11 webinaires et je laisse la parole à Margot pour nous présenter un petit peu ce début de semaine et le premier webinaire de la semaine. Bonjour à tous, on espère que vous êtes bien réveillés. Merci de vous être connectés aussitôt en ce début de semaine. Du coup, bienvenue aux nouveaux et heureuse de retrouver ceux qui nous suivent depuis le début. Du coup, pour la première activité, enfin le premier webinaire de la journée, on va du coup parler de lancer votre activité via un site web. Bien entendu, comme d'habitude, vous êtes bien connectés, vos micros et caméras sont coupés. Donc, on ne peut pas vous entendre. En revanche, vous avez bien vu qu'il y a une discussion et un moyen de question-réponse. Donc, n'hésitez pas, on y répondra tout au long du questionnaire. Et c'est effectivement juste en bas de votre écran. Voilà. Pour petit rappel, effectivement, on est une équipe régionale, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, alors les photos ont évolué, ce ne sont plus les mêmes, mais c'est toujours à peu près les mêmes personnes. Donc, Thierry dans le 89, Pascal dans le 21, David qui s'occupe du 25, 70, 90, Lionel 39, moi-même dans le 71, et Laurie Saulnier dans le 58, donc une nouvelle tête. Mais effectivement, on est une équipe régionale, donc on peut vous accompagner sur le numérique. On verra ça un petit peu sur la fin sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, bienvenue dans la région. Et donc, on va commencer cette semaine avec ce premier webinaire sur la création de site Internet, le site Internet. Donc, on va se poser les questions, quels outils, quelles solutions et comment se préparer pour créer son site Internet et surtout avec l'esprit d'être dans le domaine de l'efficacité, d'avoir un site fonctionnel. Et ça nous permettra aussi de faire le lien avec d'autres sujets qu'on va aborder dans la semaine, notamment la communication sur les réseaux sociaux et le référencement. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer un tout petit sondage en ligne qui va apparaître sur votre écran. C'est simplement pour que vous vous présentiez. Margot a présenté très rapidement l'équipe. Et pour vous, je propose un petit sondage en ligne. C'est de nous dire si vous êtes créateur d'entreprise ou une entreprise, chef d'entreprise ou conjoint ou salarié dans une entreprise. Et ensuite, un site internet, non, mais je me renseigne. Non, j'en ai pas, mais j'envisage de créer un site internet. Oui, j'ai déjà un site internet et j'envisage de le refaire ou de le faire évoluer. J'ai déjà un site internet que j'ai réalisé moi-même et j'ai déjà un site internet réalisé par un prestataire. Thierry, j'ai Pascal qui me dit qu'il ne voit pas les slides. Moi, je les vois bien. Est-ce que tout le monde voit bien les slides du PowerPoint qu'on a Et vous passé pouvez depuis le début? Oui. Pascal a un problème. Alors, je t'ai coupé, j'en profite juste pour faire une petite info. Pour tout ce qui est réponse simple, dire bonjour, etc., n'hésitez pas à utiliser la discussion en direct. Pour les questions qui concernent le PowerPoint et le sujet d'aujourd'hui, les questions un peu plus du coup détaillées et pointues, utilisez questions-réponses. Faites bien la différence entre les deux. Merci. Et donc, merci pour avoir répondu à ce questionnaire. Je vais vous donner rapidement les résultats. Vous êtes 66% en création d'entreprise, 34% chef d'entreprise ou entreprise installée, 16% vous souhaitez vous renseigner, 53% vous n'avez pas de site internet, mais vous envisagez de créer un site internet, 15% souhaitent le faire évoluer et 9% nous indiquent qu'ils l'ont déjà réalisé par eux-mêmes et 6% fait par un prestataire. Allez, on a fini avec le questionnaire et on enchaîne directement sur le sujet qui nous concerne, la création de site internet. Donc la première étape, ça va être le choix des outils. Et je dirais même, plutôt que d'outils, déjà, on va parler de solutions. Je veux faire un site internet, quel est mon besoin? Est-ce que je veux faire un site, un blog, simplement un espace où on fait passer des messages? Est-ce que je veux un annuaire, un espace dans un annuaire professionnel? Ou plutôt, est-ce que je veux un site vitrine? Donc, c'est plutôt un site où là, je vais pouvoir présenter mon entreprise, où j'aurai la main sur l'outil.
Et je dirais la dernière étape, le site internet avec la boutique en ligne, une solution de e-commerce, voire même on pourra acheter des produits, des services. Ça peut être l'étape ultime. Évidemment, ce matin, on va on va travailler, on va évoquer les 2 premiers sujets, les 2 premiers items que vous voyez, le site vitrine et la boutique de site en ligne. On n'abordera pas les blogs ni les présences sur les annuaires professionnels. Alors, quelles sont les étapes pour créer son site internet? Moi, j'identifie 4 grandes étapes pour créer son site internet. La première, la création, la rédaction, du site in le rédaction du contenu, les photos, le texte. Ça, c'est une étape, importante dans une phase de création de site internet. Une deuxième étape qui est importante, ça va être le nom de domaine et l'hébergement, parce que ces fichiers qu'on va voir écrits, il va falloir les déposer, sur un serveur, sur un ordinateur qui devrait être allumé 365 jours, 7 heures sur 24 heures sur 24, et d'avoir une adresse, exemple, l'adresse de la chambre de métier, artisanat-bfc.fr, et ça on reviendra, tout à l'heure sur ce sujet-là. Donc la création, l'hébergement, une fois qu'il est mis en ligne, une étape importante qu'il ne faut pas du tout oublier, le référencement, en fait, me trouver. Et la quatrième étape, qui pour moi est peut-être, après je vais pas dire la plus importante, mais très très importante, ça va être la mise à jour. Parce que créer un site internet, le nom de domaine, le référencement, ça me parle pas, j'y comprends rien, je fais appel à un prestataire, à une personne extérieure, mais la mise à jour, c'est moi qui vais détenir l'information. C'est moi qui vais détenir l'information et donc ce sera important de faire vivre le site, de le mettre à jour. On voit avec Margot et les collègues, on voit des fois des artisans qui ont des sites internet mais qui ne le font pas évoluer, et donc ça peut donner une mauvaise image ou pas forcément rassurer le client. Donc la mise à jour va être importante et du coup, il faudra que dans l'outil que vous allez avoir pour créer le site internet, vous ayez la main sur la mise à jour. Alors là, c'est les solutions pour créer votre site internet, en solo, c'est-à-dire je le fais moi-même. Alors il y a des plateformes, de création de sites, des outils simples, adaptés. En général, il faut de bonnes connaissances en informatique et des compétences avec un logiciel complet. Alors vous avez peut-être entendu parler de CMS, je ne vais pas vous le faire en anglais, mais en français. C'est tout simplement des systèmes de gestion de contenu. Un CMS, vous en connaissez un, notamment lorsque vous publiez sur Facebook ou Instagram, vous avez toute une interface, qui vous permet de déposer le texte, les photos. Vous n'avez pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, dans le code de programmation. Donc c'est en ce sens que les systèmes de gestion de contenu nous aident à publier. Donc je peux le faire moi-même, on peut le faire en formation, chambre de métier ou autre organisme, et donc là, on vous aide à prendre en main votre projet et ça nécessite bien sûr d'avoir quelques connaissances en informatique. Alors quand on dit des connaissances informatiques, ça nécessite pas des connaissances en programmation, mais, d'être à l'aise avec une souris et du traitement de texte et savoir retoucher, recadrer une photo. C'est ce qu'on appelle avoir des connaissances, nécessaires pour créer son site internet. Et la troisième étape, je dirais laisser faire les pros. On passe par une agence web, un web designer. Bien entendu, les coûts seront différents. Mais pour ces 3 points, pour ces 3 solutions, je dirais un dénominateur commun, un point commun, c'est le cahier des charges. Alors vous allez me dire: «C'est quoi un cahier des charges?» Alors c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est important d'y passer du temps, de bien se poser les questions. En fait, ça va être les bases, le socle de votre projet. Faire un cahier des charges, c'est de définir une stratégie, heu, de définir des objectifs. L'objectif, c'est de me faire connaître, c'est de proposer des produits, c'est de proposer des documents en téléchargement, c'est de proposer des documents techniques. Heu, Quels sont vos besoins? Et surtout de fixer un cadre. Dans quel cadre je veux faire mon site internet? Quel public je vais viser? Est-ce que c'est des particuliers, des professionnels ou un outil pour travailler aussi avec mes salariés? Et le cahier des charges, ça va être un document de référence avec la personne qui va faire le site internet. Notamment, ça va être un document très utile qui va permettre de faire la demande de devis par rapport aux besoins qu'on aura exprimés. Est-ce que je veux un site de vente en ligne
ou est-ce que je veux simplement un site vitrine? Sur mon site de vente en ligne, j'ai combien de produits? Qui est-ce qui va rentrer la base de données? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le prestataire? Qui est-ce qui va mettre à jour le site internet? Comment je vais être accompagné? Tout ça, on va l'écrire dans le cahier des charges. Ça va être de définir les fonctionnalités. Est-ce que je veux une galerie photo? Est-ce que je veux un formulaire de contact? Heu, des fonctionnalités particulières pour des demandes de réservation, par exemple. Hem, voilà, toutes ces fonctionnalités, il faut les imaginer, il faut se poser les questions et les mettre par écrit. Et donc, on va aussi définir ce que nous, on est en capacité de faire, d'apporter ou ne pas faire. Exemple, vous dites, moi le prestataire, vous allez me créer, la matrice et c'est moi qui vais faire le remplissage, qui vais mettre le texte et les photos. Vous dites: «Non, je n'ai pas le temps, je vais vous transmettre les photos» ou vous irez trouver des photos, de libres de droit ou des photos que vous publierez sur mon site parce que j'ai pas la matière, et c'est vous qui allez faire la rédaction. Est-ce qu'il y a des contraintes techniques par rapport à l'utilisation du site? Contraintes esthétiques, fonctionnelles de son projet? Tout simplement, par exemple, il peut y avoir des choses qui sont imposées, exemple les couleurs, ou la police qui peuvent être imposées parce qu'il faut que ça rentre dans votre charte graphique ou dans le message que vous voulez faire passer, auprès de votre clientèle. Et ce qui va être important sur un site internet, ça va être de fixer un planning. Si vous voulez un site internet pour demain, clairement, je vous dis, c'est pas possible. C'est un projet qui est assez long, mais c'est aussi important de se fixer des limites pour travailler étape par étape et d'avancer et éventuellement de se faire accompagner à certaines phases de la création de son site internet. Donc le cahier des charges, il va falloir être le plus précis possible, de bien définir ses besoins. Ce sera un document de référence en vue de réaliser le contrat entre vous et le prestataire. Et surtout, ce cahier des charges, il va nous permettre de comparer sur la même base, plusieurs offres. Ce que je vous invite, si vous passez par un prestataire, de demander plusieurs offres afin de les comparer. Mais comment les comparer? Bah, ce sera de donner les mêmes règles, les mêmes besoins aux entreprises. Et faire un cahier des charges, ça peut paraître, long, mais surtout, plus tard, ça va faire gagner un temps précieux et ça peut même, je dirais, vous faire gagner de l'argent, parce que si, une fois que le site internet est réalisé, vous dites: «Ah bah tiens, j'aimerais bien rajouter la boutique en ligne», ça peut coûter, beaucoup de temps et beaucoup d'argent de refaire des choses parce qu'on n'avait pas intégré ce point-là. Alors qu'on peut très bien dire: je n'envisage pas de faire de vente en ligne aujourd'hui, mais pourquoi pas dans 6 mois, dans un an et dès la conception du site, on va prévoir cette option qu'on pourra activer à la demande. Donc le cahier des charges, c'est essentiel, c'est essentiel si on veut passer par un prestataire et donc comme l'a dit Margot, on peut vous accompagner. L'ensemble de l'équipe, du numérique de la chambre de métier Bourgogne-Franche-Comté. On peut vous accompagner dans cette phase initiale avant de se lancer dans la création du site internet, de bien définir les besoins, que ce soit que vous allez faire le site vous-même ou que vous allez passer par un prestataire. Et on peut aussi vous accompagner à lire les devis, à comparer les devis et à vous amener à vous interroger sur les offres et pas uniquement regarder le prix, mais de regarder aussi heu, les services qui vous sont proposés, les services et fonctionnalités. Margot, après cette petite introduction sur la création de site internet et le cahier des charges, est-ce que tu as des questions? Juste une, mais du coup, ça fait suite à ce que tu viens de dire. Gwendoline nous demande si on propose des formations pour le site, pour la création de site, du coup, je présume. Et Thierry vient de vous le dire, donc on peut vous accompagner sur la création du cahier des charges en tant que chargé de développement numérique. Mais la Chambre des métiers propose aussi des formations de création de site. Je te laisse en parler un peu plus longuement si tu veux, Thierry. Alors, formation, on va pas en parler tout de suite parce Ouais, que, sur la fin. alors ça va être déjà quel outil? Quel outil on va choisir? Et ça justement, ça me permet de faire la transition. Le choix des outils, heu, nous on propose des formations sur un outil, je vous expliquerai lequel on propose en formation. Mais avant de se lancer dans la création du site internet, il existe plusieurs outils et on va essayer de vous faire un petit peu un comparatif
avantages, inconvénients des différents outils qui peuvent vous être proposés. Hop. Alors, on va distinguer deux choses, les plateformes d'hébergement en ligne et les CMS. Alors, les CMS, c'est des sites internet où on va faire de la gestion de contenu et ou des sites qui seront par exemple proposés par des prestataires. Il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres, mais c'est simplement de vous donner quelques points, je dirais, de vigilance en présentant les avantages et inconvénients. Si on regarde un petit peu les plateformes d'hébergement en ligne, souvent ce sont des formules clés en main, donc ça peut être très pratique pour se lancer, pour débuter. Si elles sont bien conçues, en général, il y a une interface de création simple. Ça permet d'avoir un site, je dirais, de manière assez rapide. On n'a pas besoin de connaissances particulières en création de site internet et on a souvent des choix de templates. Alors template, en fait, c'est la mise en forme. C'est un peu la trame, la charte couleur. Alors qui peuvent être plus ou moins complexes suivant les outils qu'on va utiliser. Souvent, ces formules au départ sont gratuites. Alors quand on dit gratuit pour sa version basique, c'est d'avoir quelques pages, mais souvent, on verra quelques inconvénients qui vont avec. Mais ça peut monter, chiffrer. Alors, j'ai pas osé mettre de prix maxi, mais on peut avoir des prix qui peuvent être très élevés en fonction des options. Sur les points, je dirais un petit peu négatifs, Heu, souvent, lorsqu'on passe sur ces plateformes d'hébergement en ligne, on va être limité, sur le référencement. Le référencement naturel sera beaucoup moins efficace. Heu, dans la semaine, mercredi matin, on aura un atelier, un webinaire sur le référencement. Donc typiquement, quand vous êtes sur des plateformes d'hébergement en ligne, souvent, au niveau des fonctionnalités, on va être limité, des possibilités. Surtout un point important à retenir, sur ces plateformes d'hébergement en ligne, vous n'êtes pas propriétaire de votre site. Faire le parallèle avec votre maison, hein, vous êtes locataire. Ce qui fait que le jour où vous quittez cette plateforme pour une raison X, parce que vous trouvez que ça coûte trop cher, ou simplement la plateforme est amenée à migrer, à déménager ou à cesser son activité, et ben, vous perdez votre site internet. Donc ça, c'est un point important. Vous n'êtes pas propriétaire. Même si on vous donne des codes d'administrateur, vous n'êtes pas, comme je le dis souvent, le super administrateur. Souvent, ces plateformes en ligne, c'est un bon point de départ, mais c'est pas l'outil le plus visible. Et surtout, ça peut devenir très coûteux, parce que je vous dis, c'est gratuit de base, mais ensuite, on va avoir des options qui vont être payantes et qui peut s'avérer coûter assez cher. Exemple, notamment pour des entreprises qui se lancent dans la vente en ligne, rajouter le module de vente, ça peut représenter des budgets mensuels qui sont pas négligeables, entre 60 et 100 euros. Et si vous vendez rien, vous devez quand même payer. Alors qu'il y aura des autres solutions qu'on verra juste après, qui peuvent être gratuites, même avec un site de vente en ligne. L'inconvénient aussi, c'est que comme on est sur des outils qui sont gratuits, où on peut je dirais la plateforme peut se rémunérer en mettant des publicités qui peuvent être intrusives sur votre site. Et surtout, si on veut changer de fournisseur, d'hébergement, c'est pas possible parce que vous n'en êtes pas le propriétaire. Maintenant, si on passe avec des formules style, de conception en ligne, avec des outils, je vais en nommer 2, WordPress ou Wix, ou si on passe par un prestataire, là, on va avoir un logiciel ou une application plus complète. Alors, logiciel, c'est quelque chose qu'on va installer sur son ordinateur, une application, c'est quelque chose qu'on va consulter en ligne. En fait, les outils qu'on utilise aujourd'hui, ce sont plutôt des applications. On n'a plus de logiciels qu'on installe sur nos ordinateurs, c'est très, très rare. Maintenant, on parlera plutôt d'applications. Alors peut-être que plus tard dans la conférence, j'utiliserai le terme logiciel, mais il faut plutôt entendre le terme application nécessite une connexion internet. Là, avec ces outils-là, il y a une personnalisation totale. On est, propriétaire, il y a une liberté. C'est quelque chose qui va évoluer, c'est des outils qui vont évoluer parce que c'est une large communauté, donc ce sont des outils évolutifs. Vous avez toute la main, pour faire des modes de maintenance, travailler sur la sécurité, les outils de sauvegarde, et travailler sur le référencement
Et là, on aura entièrement la main pour référencer son site et il y aura un meilleur référencement que d'autres plateformes, style, plateforme en ligne. Alors, quelques inconvénients quand même. C'est quelque chose qui est plus complexe. Ça nécessite d'avoir des compétences techniques ou de suivre une formation. Alors, je le répète, ne prenez pas peur quand je parle de compétences techniques. C'est qu'il faut, bien, maîtriser les traitements de texte et un petit peu la retouche d'image, recadrer des photos, ou gérer le poids des photos. Mais ça, on peut vous accompagner et on peut vous donner des petites astuces, pour le faire. Ou alors de suivre des formations comme, je l'ai dit tout à l'heure, soit, des formations à la chambre de métier. On propose par exemple des formations sur 4 jours et c'est vous qui construisez l'outil. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous donner le fil conducteur et c'est vous qui mettez les briques en fonction du site que vous voulez faire. Attention, le référencement, c'est quelque chose de complexe. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques petites pistes, sans empiéter sur la présentation de mercredi. Mais le référencement, ça va être une chose importante dans son site internet. Alors, j'ai parlé de 2 outils tout à l'heure, j'ai lâché 2 mots, j'ai lâché Wix et WordPress. Je vais comparer un petit peu les 2 outils. Wix, c'est un outil qui va être simple et qui va être rapide pour créer son site internet, pour faire un site vitrine, pour présenter son entreprise. Heu, Vous avez eu un gros pépin, il faut refaire le site en catastrophe, j'ai 1 semaine, pour le refaire. Sans je dirais, je vous dirais allez sur Wix, c'est l'outil qui va être le plus rapide, et ça nécessite pas forcément de compétences techniques. Ça va être une interface qui va être simple, intuitive, facile à prendre en main et qui va être adaptée si on est néophyte. WordPress, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus structuré, un petit peu plus complexe. Ça nécessite d'avoir un petit peu plus de compétences et d'être accompagné. Mais avec Margot et puis les membres de l'équipe, on accompagne un certain nombre d'entreprises, on vous met le pied à l'étrier et simplement on vous donne les bonnes bases et on a des artisans qui nous ont fait des sites, qui n'ont rien à envier avec des sites qu'on a pu voir avec des professionnels. Et le gros avantage de WordPress, c'est qu'il y a une grande communauté derrière et on va pouvoir ajouter les fonctionnalités, qu'on souhaite. Alors, je vais vous en citer, un formulaire de contact, une carte, pour se géolocaliser, galerie photo, des espaces de téléchargement de documents, de faire une foire aux questions FAQ, boutique en ligne bien entendu avec paiement sécurisé, faire du click and collect, voire même de diffuser des informations sur des télés, voilà. On a énormément de possibilités avec WordPress et bien entendu, ça nous permet de faire une boutique en ligne et un blog. Un blog, c'est plus un espace où on peut mettre des commentaires. Aujourd'hui, c'est plus tellement utilisé. Il y a d'autres outils qui sont venus les remplacer, qui sont beaucoup plus dynamiques et interactifs et je pense aux réseaux sociaux, notamment, Facebook ou Instagram. Alors, quels sont les objectifs? La Wix va plutôt nous permettre de faire un site statique sur lequel on va mettre peu d'informations avec des mises à jour qui seront un peu moins fréquentes. L'avantage de WordPress, c'est qu'on va avoir quelque chose de dynamique avec publication de contenu. On peut même programmer la publication, de dire ma page va se publier uniquement à partir, je sais pas, de demain matin à 9 heures. J'ai anticipé. Ça permet, alors il y a un petit piège, sur WordPress, c'est qu'on a des articles et des pages. Dans le jargon de WordPress, une page, c'est quelque chose qui est statique, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas pouvoir interagir, on ne pourra pas mettre de commentaires. Alors qu'un article sous WordPress, ça signifie que les gens vont pouvoir mettre des commentaires. Alors si vous partez sur cette option-là, il faut bien verrouiller le système et de bien gérer les alertes pour qu'on n'ait pas c'est vous qui êtes responsable, hein, de la publication des messages qui pourrait y avoir sur votre page. Donc, heu, faites attention à activer la fonction bloc sur un site. Il faut bien qu'il y ait une veille et gérer les alertes et que les commentaires des internautes ne soient pas publiés systématiquement. C'est plutôt quelque chose, personnellement, que je vais déconseiller. Si on veut communiquer, échanger, il y a un outil qui s'appelle, les réseaux sociaux. WordPress, c'est une solution qui va être maniable, qui va être évolutive, qui va évoluer dans le temps et c'est surtout quelque chose qui est open source et modulable.
C'est quoi open source? C'est-à-dire que vous avez la main sur le code et vous pouvez le faire évoluer comme on veut. Et surtout, on a une grande communauté de personnes qui vont utiliser ces outils, ce qui permet d'avoir une richesse et des échanges. Un avantage aussi, par exemple, d'utiliser WordPress par rapport à un outil d'un prestataire, c'est que, par exemple, j'ai travaillé avec Margot. Margot m'a fait mon site internet avec WordPress parce que je lui avais demandé dans mon cahier des charges d'utiliser WordPress. Et puis, je ne souhaite plus travailler avec Margot pour des raisons X ou Y, hein, on ne sait pas ce que la vie peut nous réserver. Et je souhaite me tourner vers un autre prestataire. Et là, si j'ai utilisé WordPress et que le prestataire connaît WordPress, il pourra reprendre la main et le faire évoluer. Si je n'avais pas utilisé WordPress, eh ben, le nouveau prestataire me dira, bah, écoutez monsieur, il faut tout refaire, il faut tout reprendre de A à Z. Et donc quand vous allez voir le travail que ça représente de faire un site internet, si on vous dit il faut tout refaire, évidemment, il faut tout repayer. Si on pouvait s'en empêcher, ce serait bien. Donc l'avantage aussi de WordPress, c'est que c'est un outil qui va être évolutif et que surtout, il sera open source et il est modulable. Il y a aussi les facteurs temps. Si vous me dites j'ai pas le temps, j'ai peu de connaissances, il faut rapidement un site internet parce qu'il y a une urgence très très importante, et ben je vous dirais pourquoi pas aller voir Wix. Si on a le temps, s'il n'y a pas une urgence absolue, WordPress sera beaucoup plus adapté. Parce que, bah, il y aura besoin aussi de se documenter, pourquoi pas de suivre une formation, d'être accompagné, par différentes personnes. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on va apprendre, on va évoluer et vous aurez aussi la satisfaction de dire: «C'est moi qui fais mon site internet, j'ai fait mon site internet, c'est le site internet à moi». Et surtout, je pense au référencement, c'est vous qui allez avoir la main et vous aurez entièrement la main pour le faire évoluer. Alors quand je dis ça peut être vous ou un prestataire ou les 2 parce qu'on peut partager les compétences. Mais sachez qu'un site internet, c'est quelque chose qui prend du temps, d'où l'importance dans son cahier des charges, je reviens là-dessus, de bien se définir un planning avec des temps de passage, pour valider différentes étapes, heu et de se fixer des objectifs raisonnables. Il y a le facteur coût, on va toucher au portefeuille, le budget. Alors si je prends par exemple Wix, avec la version de base, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une création gratuite, un hébergement gratuit, mais on va avoir de la publicité et on va avoir un nom de domaine qui va s'appeler www.monentreprise.wix.com. C'est-à-dire que là, bah, le site ne vous appartient pas, vous n'en êtes pas le propriétaire. Et ça fait pas tellement professionnel de voir le nom d'un prestataire, affiché à côté de son nom. On va avoir de la publicité, vous êtes limité en place et le référencement sera, inexistant, ou très, 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 très limité. Alors n'oubliez pas que si je fais un site internet, l'objectif c'est d'être trouvé, d'être vu, c'est pas de rester, inconnu. Après vous avez des formules qui sont payantes. Donc là, on va supprimer la publicité. Vous aurez un espace de stockage. Vous aurez plus de possibilités pour le référencement, mais vous serez limité, sur le référencement, sur les options, et vous serez toujours pas propriétaire du site internet. Et si on prend le cas de WordPress, on va être à peu près sur les mêmes bases, que Wix. C'est quelque chose qui est gratuit. L'outil en tant que tel est gratuit. Il y aura l'hébergement à payer, le nom de domaine et là, tout va vous appartenir. J'ai pris un hébergement à partir de 100 gigas. Alors 100 gigas, ça commence à être beaucoup pour un site internet. Pour faire un simple, 100 gigas, c'est équivalent à 25 DVD d'images. Donc, sachant que les images qu'on met sur un site internet sont de toute petite taille pour faciliter la fluidité. Et si vous avez besoin de mettre des vidéos, par exemple, sur votre site internet, on ne les héberge pas sur son site parce que les hébergeurs ne le permettent pas en termes de données, de data, et on va plutôt passer par des plateformes d'hébergement comme Dailymotion ou YouTube, mais on pourra les intégrer dans notre site et l'internaute aura l'impression que c'est sur notre site, mais en fait, on externalise l'hébergement. Et là, avec des solutions comme WordPress, le référencement est tout à fait adapté et on peut même rajouter des fonctions comme et le faire évoluer vers une vente proposer la vente en ligne et ça de manière entièrement gratuite. Donc il faut mettre en relation
Facteur coût et fonctionnalité, j'alerte quand même. Sur WordPress, il y a quand même un petit piège ou même un gros piège. Il y a WordPress et WordPress. Si vous allez sur Internet, vous allez taper WordPress et vous allez trouver WordPress gratuit. Et il y a deux sites Internet qui vous proposent WordPress. Il y a wordpress.com et wordpress.org. Le wordpress.org, le logo noir, c'est là où on va vous donner les fichiers sources. Et on aura tous les documents, tous les outils pour faire son site Internet. Il faudra les prendre, ces fichiers, aller les déposer sur son nom de domaine. Alors que wordpress.com va vous proposer une assistance et va tout vous proposer pour le faire à votre place. Mais là, la version est payante, vous n'en êtes pas le propriétaire, vous êtes limité dans les fonctionnalités, voire elles peuvent être payantes. Donc je vous demande de faire très attention avec ces deux outils. Donc wordpress.com, vous êtes très limité sur les droits d'administration. On a des fonctions qui sont payantes et des fonctions limitées. Alors que lorsqu'on va passer avec wordpress.org, on va avoir la main mise entièrement sur l'administration, c'est gratuit et les fonctions sont illimitées. Donc avant de vous lancer, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Je le redis, on est là pour vous accompagner. Vous souhaitez vous lancer, contactez-nous et que vous fassiez les bons choix pour créer votre site. Margot, Ouais, est-ce j'allais te couper 2 secondes pour les questions. Première question de Françoise. J'ai créé mon domaine avec Google Workspace. Pour l'instant, je suis administratrice. Si je me désabonne de ce site, vais-je perdre mon nom de domaine et pourrais-je le créer? Alors, je pense que vous êtes, quand je vois la question, je pense qu'on est sur du wordpress.com ou équivalent. Donc, il y a administratrice. Alors, il y a plusieurs niveaux d'administration. La question, c'est est-ce que vous êtes super administrateur? Alors, pour savoir si vous êtes super administrateur, c'est est-ce que vous avez la possibilité d'installer des extensions? On verra tout à l'heure une interface, je crois, où je le présenterai dans la semaine, comment installer des extensions. Mais si vous pouvez installer une extension de sauvegarde du site internet, eh bien là, on pourra faire une sauvegarde du site et le réinstaller ailleurs. Donc là, il n'y aura pas de problème, on pourra le refaire. Si vous ne pouvez pas faire cette sauvegarde, malheureusement, il faudra tout refaire. Et le nom de domaine, vous posez la question de l'hébergement du nom de domaine, je vais y venir juste après. Mais si c'est vous qui l'avez acheté, normalement, il n'y a pas de problème pour le faire évoluer. Si ce n'est pas vous qui le payez, vous passez par un intermédiaire, là, vous risquez de perdre la main. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Pour moi, il est essentiel que ce soit vous qui payez le nom de domaine pour que vous en ayez entièrement la main et de changer, si vous le souhaitez, d'hébergeur. Deuxième question sur WordPress. Est-ce que le site nous appartient? Pour la différence, je pense avec Wix aussi. Cool. Alors, Wix, il ne vous appartient pas. Et sur WordPress, ça dépend. Si vous êtes passé sur wordpress.org, il n'y a pas de souci. Si vous l'avez installé via votre hébergeur, style Amen, OVH, il n'y a pas de problème, ça vous appartient. Si vous êtes passé par wordpress.com, ce sera non. Et si c'est votre prestataire qui vous l'installe, qui vous le configure, est-ce que vous avez les super droits d'administration? Donc si ce n'est pas clair pour vous, le plus simple quand vous avez un site, c'est de nous contacter et on peut vous faire un petit audit du site internet. Ça, c'est un autre accompagnement, j'anticipe sur ce que va dire Margot. Mais on peut vous accompagner pour ceux qui ont déjà un site, de faire un petit peu le tour et de regarder au niveau des fonctionnalités, voir s'il ne manque pas des choses et que vous ayez toutes ces questions-là que je suis amené à vous poser ou vous interroger, on pourra vous les apporter. Et sinon, est-ce qu'on peut passer de wordpress.com à wordpress.org? Et gratuitement, non. Malheureusement, j'ai accompagné, on a accompagné avec Margot des entreprises qui ont dû tout refaire et de passer pour repasser du .com au .org. Voilà. Donc d'où l'importance. On est là pour vous aider. On est là pour vous mettre le pied à l'étrier et surtout, c'est de partir sur des bonnes bases. C'est tout ce qu'on a comme question. Merci Thierry. Et ben, on va continuer avec le nom de domaine. Alors, c'est quoi ce nom de domaine? Le nom de domaine, vous en avez des .com, des .org, des .net, des .fr, des .be, des .ovh, il y en a plein, plein. Déjà, ça va être notre identité sur Internet. Ça va être l'adresse où on va pouvoir vous trouver, vos prospects, vos clients,
vos partenaires. J'ai une adresse, exemple artisanat-bfc.fr. C'est une adresse que je vais avoir réservée. Elle m'appartient. Alors, elle m'appartient pendant un an parce qu'on va la réserver pour un an. Et ça va pointer vers mon site internet. Et il y en a une seule qui peut, il n'y a qu'une seule adresse et on va vous aider comment bien la choisir. C'est un peu comme un numéro de téléphone, sauf que là, le numéro, on va le choisir. Mais si on est en France, c'est un numéro à 10 chiffres. Vous changez un chiffre, évidemment, ça ne marche pas ou on pointe chez votre voisin. Donc sur un site internet, ce sera une adresse qui sera unique et c'est unique au niveau mondial. Alors, on va essayer de faire simple. Une adresse, c'est unique. Comme je vous l'ai dit, on appelle ça l'URL. On a le protocole HTTP ou HTTPS. Ça va nous dire que c'est un site internet. Quand on est sur du téléchargement de données, on appelle ça du FTP. Donc, mais ça, vous le voyez sur les sites, on n'y prête même plus attention. Et le S, ça va nous dire que le site est sécurisé. Et donc, c'est un petit symbole qui va s'afficher dans le navigateur. Ça va être très important, notamment si on propose de la vente en ligne. C'est des certificats à activer via son hébergeur. Ensuite, on a le nom de domaine. Donc, exemple, nous, c'est artisanat-bfc. Ça, c'est le nom de domaine avec l'extension .fr. .fr parce qu'on est en France. On aurait pu prendre le .com. Mais si je veux prendre, par exemple, des extensions dans des pays d'Europe ou à l'étranger, eh ben, il faudra que j'apporte des preuves que je peux bien l'obtenir. Il y a des noms de domaine qu'on ne pourra pas obtenir, par exemple .asso ou .association. Il faudra prouver qu'une association ou des extensions particulières, il faudra apporter la preuve qu'on peut l'obtenir. Mais pour les artisans, moi je vous conseille le .fr et éventuellement le .com. Et les 3 W, on a appelé ça ce qu'on appelle le sous-domaine. Et tout à l'heure, je vous avais présenté un nom de domaine qui s'appelait monentreprise.wix.fr. Et ben, ça veut dire que le wix.fr, c'est le nom de domaine. Et mon entreprise, c'était un sous-domaine. Ça veut dire qu'un sous-domaine, je dépends du domaine principal. Donc, ce qui est important, c'est de regarder ce qui est le plus près de l'extension, le nom de domaine, et qui va nous dire à qui ça appartient. Donc les extensions, moi je conseille aux artisans de prendre les deux, prendre le .fr et .com si possible. Bah, c'est vite qu'il y en a qui nous prennent cette adresse-là. Alors comment trouver le bon domaine? Alors on va vous conseiller sur le choix du nom de domaine qui va devoir, je dirais, être cohérent avec votre nom commercial. La chambre de métier a choisi de prendre le nom de domaine artisanat-bfc, BFC signifiant Bourgogne-Franche-Comté. Donc, essayez d'appeler l'entreprise et le site internet. L'idéal serait qu'ils aient le même nom. Ça, c'est le plus facile. Il faut que ce soit quelque chose qui soit concis et clair et que le nom de domaine soit bien lisible. Alors, est-ce qu'on met des tirets ou est-ce qu'on ne met pas des tirets? Ça, c'est des choix. On peut mettre un tiret, mais il ne faut pas en mettre 4 ou 5. Mon-entreprise-charpente-couverture-ion.fr. Quand vous avez fini de donner le nom de domaine, on a déjà oublié le début. Donc, il faut que ce soit très clair. Et l'idéal, ce serait un seul mot. Ça, c'est l'idéal. Soyez créatif, facile à mémoriser. Alors, attention, quand vous allez utiliser des initiales, faites des recherches pour Internet pour vérifier si ces initiales ne signifient pas quelque chose qui pourrait vous être préjudiciable ou donner une mauvaise image. Donc, on peut avoir sur le coup une bonne idée, mais toujours de fouiller sur Internet et de taper le mot qu'on a envisagé et puis de regarder si on parle déjà de ce sujet-là. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise de coiffure, un coiffeur qui a un nom de domaine et malheureusement qui a une spécialité particulière, mais malheureusement, ils sont 2 en France à utiliser à peu près le même mot et on peut des fois perdre le client. Donc quelque chose de créatif, facile à mémoriser, facile à lire, facile à prononcer et surtout à écrire aussi. Très facile à écrire.
Ayez le réflexe de mettre des mots-clés. Ça va être utile pour le SEO. Alors, c'est les mots barbares qui veut dire référencement. Ça peut être l'idée, c'est de mettre un mot-clé de son activité. Alors, si vous avez une multi-activité, notamment si on est dans le bâtiment, je dirais, ne vous obligez pas à forcément mettre un mot-clé. Le nom de l'entreprise peut très bien suffire. On évite les caractères spéciaux, les accents, des symboles, même si ça peut passer informatiquement, le plus simple, c'est d'éviter. Et on écrit tout en minuscules. Normalement, il n'y a pas de différence entre majuscules et minuscules sur le nom de domaine. On écrit en minuscules et on évite les nombres. Et le coût, combien ça coûte un nom de domaine? Alors, ça va dépendre de l'extension choisie et des options qui vont avec, mais en général, un .fr, un .com, c'est 10 € par an. Donc, un nom de domaine, c'est 5 à 10 € par an. Comment vérifier si c'est disponible? Votre hébergeur peut, l'hébergeur a souvent un outil pour faire des tests pour voir si c'est disponible. On peut faire des recherches sur internet en utilisant la fonction Voice, WHOIS. Ça permet de taper le nom de domaine. Exemple, muriel-formation.fr, ça permet de vérifier si ce nom existe, si je peux le prendre. Et là, on a fait le choix de mettre formation au pluriel parce que peut-être que formation au singulier est déjà pris. Alors après, je pourrais m'interroger, est-ce que j'ai intérêt à mettre à peu près le même nom de formation, le même mot, pardon, de domaine à une lettre près? Attention. Donc, s'il est disponible, on peut le réserver pour 1 an minimum jusqu'à 10 ans. Alors, si on le réserve sur une longue période, on peut peut-être avoir une petite réduction, mais quand on voit que ça coûte 5 € par an, attention si vous prenez une disponibilité sur une période assez longue, 3, 4, 5 ans, voire plus, de bien penser à le renouveler à la date anniversaire. Donc si vous partez sur une réservation sur plusieurs années, mettez-vous bien une alerte parce que si on le renouvelle pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelques semaines après ou quelques mois après la fin de validité, eh ben, le nom de domaine retombe dans le domaine public et n'importe qui peut le reprendre. Et j'avais vu le cas par exemple, tout à l'heure je vous ai dit qu'un nom de domaine ça variait entre 5 et 10 €. Pour un artisan, on avait fait le test, hein, et c'était sur un prénom et la personne avait acheté le nom de domaine et il était prêt à le revendre et on était à 200 000 € par an, le nom de domaine. Donc voilà, donc attention, ne perdez pas le nom de domaine, donc pensez bien à le renouveler tous les ans. Et s'il n'est pas disponible, exemple, moi, je voulais appeler mon entreprise muriel-formation pluriel.fr. S'il n'est pas disponible, soit j'en trouve un autre, soit j'attends qu'il revienne disponible, mais ça, je ne sais pas quand, dans combien de temps, ou alors j'appelle la personne et je lui demande de lui racheter son nom de domaine, et là, ça risque de me coûter beaucoup plus cher. Donc évidemment, le conseil que je saurais de vous donner, c'est de prendre un nom de domaine qui soit disponible. Et l'avantage aussi d'avoir un nom de domaine, ça, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on va pouvoir avoir une adresse mail associée. Donc soit on a des adresses mail qui sont, liées à notre fournisseur d'accès, exemple, thierry@orange.fr. On a aussi les adresses mail gratuites parce qu'on est chez La Poste, on est chez, Outlook, Gmail. Mais ce serait beaucoup mieux d'avoir une adresse du type contact@monentreprise.fr ou paul.martin@monentreprise.fr. Et là, cette possibilité va vous être offerte dès qu'on achète le nom de domaine. On va pouvoir, en fonction de l'abonnement qu'on va choisir, créer des mails au nom de son entreprise et ce sera beaucoup plus sérieux, ce sera beaucoup plus professionnel pour communiquer. Et donc l'avantage d'avoir une adresse mail à son nom de domaine, déjà ça se crée et c'est opérationnel en quelques minutes et on peut en créer, entre 1 et jusqu'à 10, 20, 30, suivant les abonnements qu'on va prendre. Mais ça permet d'avoir une crédibilité, d'être très visible parce que si je vous donne mon adresse mail et que ça finit par exemple en artisanat-bfc.fr, vous pouvez vous dire: «Ah tiens, ils ont peut-être un site internet, il a peut-être un site internet et je vais aller voir son site internet». C'est quelque chose qui permet d'être flexible, on peut le faire évoluer.
c'est quelque chose qui va être pérenne, c'est-à-dire qu'il va y avoir une durée dans le temps. On ne va pas dépendre d'un fournisseur. Il y en a quelques années, où il remonte à très longtemps, ceux qui étaient sur Caramel, le jour où ils ont décidé d'arrêter la messagerie Caramel, votre mail ne fonctionnait plus. C'est quelque chose qui est très simple pour créer son nom de domaine et ça permet d'être sécurisé. Voilà un petit peu un aparté sur le nom de domaine et l'adresse mail. Héberger son site internet, c'est quoi? C'est qu'il va falloir avoir un ordinateur, on appelle ça un serveur, connecté 24 heures sur 24 pour accéder au site internet. On peut le faire soi-même, mais ça je vous le déconseille très fortement pour des raisons de sécurité. Et là, il y a des services, des sociétés spécialisées, les plus connues, c'est en France, c'est OVH, Gandhi, Yonos, LWS, Odewitch. C'est des sociétés qui vont vous permettre d'héberger votre site et de déposer tous les fichiers, notamment si on a un site WordPress. Et là, on s'assurera, en le déposant sur cette plateforme, qu'on est entièrement le propriétaire. Le coût, ça varie à peu partir de 50-60 euros par an pour un site vitrine avec un contenu classique. Ça peut être un tout petit peu plus cher pour un site de e-commerce, mais on peut très bien commencer avec des formules à 50-60 euros par an. Ce qui fait que souvent l'hébergeur vous propose un package qui comprend l'hébergement et le nom de domaine et les noms et les emails, ce qui fait que vous avez votre site internet, l'hébergement, le nom de domaine, les mails, aller entre 60, 70, 80 euros par an. Donc c'est le coût d'un site internet à l'année, hors conception, hors maintenance. Alors, on n'est pas du tout marié avec un opérateur, mais on vous a donné quelques références, quelques prix qui peuvent varier entre OVH, Wix, Odewitch. J'aurais pu nommer Oyonos aussi. Mais là, pareil, on peut vous accompagner pour choisir le prestataire, pardon, pas le prestataire, bien sûr le prestataire, mais surtout l'hébergeur en fonction, je reviens toujours à mon fameux cahier des charges, combien de mails je veux avoir, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes besoins. Donc ça, on peut vous accompagner pour faire les choix. Est-ce que Margot, tu as des questions avant de passer à la rédaction? On avait juste des questions par rapport au prix, mais du coup, je pense que tu y as répondu, donc c'est bon. Non, c'est tout bon. Allez, maintenant on va s'adresser à la rédaction du site. Donc là, ça va être le contenu, il va nous falloir un contenu attractif et efficace. Alors là, je vais paraître très simple. Il n'y a rien de mieux. La vieille méthode, on prend une feuille de papier, un crayon, une feuille blanche, et chaque fois que j'ai une idée qui me passe par la tête, je le note sur cette feuille blanche. Et le jour où je vais me lancer dans la rédaction du site, je vais reprendre cette feuille et je vais balayer les sujets que je vais vouloir aborder. Un site internet, ça ne se fait pas en un clic. La réflexion, c'est vous qui allez présenter votre entreprise, vos savoir-faire. Et moi, je vous conseille déjà de ne pas commencer par la page d'accueil. La page d'accueil, lorsque je fais des formations, c'est la dernière page que je fais, je le fais en dernier. Je commence par écrire les pages où je suis le plus à l'aise, où je maîtrise l'information. Et naturellement, ma page d'accueil, elle va se construire en fonction des messages que je vais vouloir faire passer. Donc, on va créer des contenus uniques, éviter de plagier la concurrence, innover, et sachez qu'il y a des outils qui permettent de savoir si vous avez recopié votre texte ou pas sur un autre site. Donc, évitez de recopier. Il y a des outils qui peuvent être très utiles pour créer du contenu, pour nous guider. Et, et là, ça me permet de faire de l'introduction sur un sujet qui va être abordé cette semaine avec l'intelligence artificielle. Ça peut nous aider à trouver du contenu. Je ne dis pas recopier bêtement, mais de nous guider dans nos démarches. Et lorsqu'on va créer son site internet, il faut toujours se poser la question, à quoi mon site va-t-il servir? Est-ce que c'est pour présenter? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour apporter de l'info technique? Est-ce que c'est pour apporter du service après-vente? À qui je m'adresse? À des particuliers? À des professionnels? À quel type de personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont néophytes sur le sujet ou des personnes aguerries qui maîtrisent très bien le sujet? Quels vont être mes objectifs sur mon site? Et du coup, quels seront mes contenus?
Lorsqu'on va faire la rédaction, il va falloir faire une cartographie, c'est-à-dire on va faire l'arborescence du site. Il faut que l'arborescence, c'est un petit peu comme un arbre, hein. On va partir la page d'accueil, c'est le tronc, et puis après on a tout un tas de branches de ramifications. Alors il faut que dans l'esprit, ce soit clair et fluide, pour que la navigation soit facilitée, elle soit structurée, et on va utiliser des mots-clés dans le menu, c'est-à-dire des mots qui vont accrocher, et il faut que l'arborescence soit là très simple. On va éviter les rubriques, les sous-rubriques dans les menus déroulants. Si on a besoin de faire des sous-rubriques, eh bien, ce sera au niveau de l'interface où on fera je dirais, des boutons ou des liens pour naviguer, mais il faut que la personne, elle puisse naviguer facilement, qu'elle puisse s'y retrouver. Et donc, si c'est clair pour vous, ce sera clair pour le client. Si c'est pas clair pour vous, il y a de fortes chances que le site ne soit pas clair pour le client. Et pour que ce soit clair et pour aussi, je dirais, penser au référencement, on va essayer de trouver des bons mots-clés qui vont permettre, d'attirer, pas d'attirer, d'être bien référencé et surtout que les personnes comprennent bien les sujets sur lesquels on va parler. Donc on va essayer sur une page précise, on va essayer de mettre entre 1 et 5 mots-clés pertinents qui vont caractériser le contenu. C'est-à-dire qu'on va pas faire une page, si je prends le cas du chauffage, on va mélanger les pompes à chaleur, les poêles à bois, les chauffages au fioul, au gaz. Et ben, ces 4 ou 5 types de modes de chauffage, moi je vous conseille plutôt de faire 4 pages et dans chaque page, on va expliquer le fonctionnement, les grands principes, éventuellement les dispositifs d'aide qu'il pourrait y avoir si on est dans le domaine du bâtiment. Et lorsque vous allez préparer votre site, demandez autour de vous, à votre entourage, comment ils le voient, qu'est-ce qu'ils saisiraient comme mots-clés ou quels mots-clés ils utiliseraient? Et surtout, mettez-vous à la place de l'internaute. Vous ne faites pas un site internet pour vous, vous faites un site pour les autres. Et lorsque tout à l'heure je parlais de générateur, je parlais de mots-clés, il y a des outils, qui vont nous permettre de générer des mots-clés ou, à partir de mots-clés, les questions qui sont posées sur internet. Donc si vous répondez à ces questions que se posent souvent les internautes, il y a de fortes chances que votre site internet y soit trouvé. Donc vous allez retrouver des générateurs. Alors, vous pouvez les noter ou si vous n'avez pas le temps, vous pourrez nous le redemander, on pourra vous les renvoyer par mail sans problème. Où il y a des outils qui permettent de voir ce que les gens, saisissent, sur internet pour parler de sujets en vue d'être visibles et de répondre à leurs questions. Lorsqu'on parle à la phase de rédaction, soignez le contenu de la page. Donc on va penser un petit peu référencement, penser mots-clés. Il faudra captiver les internautes, donc mettre des choses qui soient attractives en termes de contenu, pas des gros paragraphes qui sont indigestes. De mettre des visuels, des photos. Donc il faut mixer photo et texte. On estime qu'il faut à peu près 300 mots par page. C'est un ordre de grandeur. Toutes vos pages feront pas 300 mots. Il y a des pages qui seront beaucoup plus courtes, notamment en page d'accueil. On va pas mettre beaucoup de mots sur la page d'accueil. Il y aura d'autres pages qui seront beaucoup plus complexes, notamment les mentions légales ou les conditions générales de vente, où là, il y aura surtout du texte et pas de photos. C'est les grands principes que je vous donne. Essayez de faire des phrases qui soient courtes et bien construites, faciles à lire, et du contenu qui soit actualisé. Surtout, évitez de me parler d'une TVA à 5 ou à 7 dans le bâtiment. Là, on est complètement obsolète. Donc, faites attention au copier-coller et d'avoir du contenu actualisé. N'hésitez pas à relire votre site une fois qu'il a été fait. 6 mois, 1 an après, n'hésitez pas à revoir le contenu. Et mettez des visuels attractifs, je dirais, pour que le client ou l'internaute ait envie de naviguer sur votre site et envie d'aller plus loin et de vous contacter. Alors, le texte, c'est important, les photos aussi. Les photos vont servir à faire passer des messages. Donc, soyez très exigeants sur la qualité des photos. Lorsqu'on fait des photos avec son téléphone ou un appareil photo, lorsqu'on fait une photo, posez-vous toujours la question: «À quoi va me resservir la photo?» Donc, soit on appuie sur le bouton, puis on regardera ce qu'on en fait après,
moi je conseille plutôt de réfléchir à comment je vais pouvoir utiliser la photo et ne pas hésiter à faire des photos au format portrait, au format paysage. Peut-être qu'il va falloir 20 photos, peut-être que sur les 20, j'en retiendrai qu'une. De faire attention à tout ce qui est l'environnement, les choses qui vont être en arrière-plan, la plaque d'immatriculation de la voiture, quelqu'un qui passe, le chien, le chat, des produits ou des marques qui apparaissent. Donc faites attention à tout ça. Attention aussi à tout ce qui est droit à l'image et droit d'auteur. Droit d'auteur, c'est celui qui a fait la photo, et droit à l'image, ça peut être celui qui est sur la photo. Donc toujours de demander les autorisations. Et l'idéal, c'est les autorisations écrites. Margot, je l'ai prise en photo, je l'ai mis sur mon site, elle m'avait dit oui, oui. Et puis un jour, elle me dit: «Ah ouais, je veux que tu enlèves la photo», et puis comme Margot, elle est super sympa, elle va me faire un procès. J'ai aucune preuve comme quoi elle m'avait dit oui. Alors que si elle avait signé un document, là, je pourrais lui dire: «Ah Margot, tu m'avais donné l'accord pour diffuser telle photo dans tel cadre». Donc soyez très vigilants là-dessus. Ça peut prêter à sourire, mais on a eu déjà des situations comme ça, donc faites très, très attention. Pareil, si le fournisseur vous donne les photos, il y a pas de problème. Ils vous disent: «Il y a pas de problème, vous pouvez mettre les photos sur votre site». OK, et ben, faites-moi un mail, faites-moi un écrit comme quoi j'ai le droit de reprendre les photos ou de mettre le catalogue fournisseur sur mon site internet. J'ai eu le cas, d'artisans où le fournisseur interdit de mettre le catalogue, sur le site internet pour bien séparer, la partie, fourniture et la partie, prestation. Lorsqu'on prend des photos, soignez les fonds d'image et l'arrière-plan. Je pense à la prise de vue. Heu, on peut aussi être accompagné avec des outils pour créer des visuels. Exemple, Canva, c'est un très bon outil pour faire des différents supports de communication, mais ça peut être aussi un très bon outil pour préparer ses photos ou des environnements pour mettre sur son site internet. Et je crois que Margot, tu dois animer vendredi, tu dois nous tu dois finir la semaine du numérique avec ce fameux outil Canva. Il est génial, Voilà. d'ailleurs. Et retouche d'image avec des applications, des logiciels gratuits. Il y a un outil que je trouve extraordinaire, c'est remove.bg. Vous prenez une photo, et ben, avec, l'intelligence de cette application en ligne, il va vous supprimer à l'arrière-plan et faire ressortir que le produit. Et souvent, moi, je mixe les 2 entre du Canva, du Remove, parce que, par exemple, Canva, ne gère pas la transparence, et Remove pourra très bien, nous faire une transparence, du dessin qu'on aura préparé avec Canva. Donc c'est tout on a différents outils qu'on va pouvoir utiliser. Retouche d'image, vous connaissez ou certains ont entendu parler de la référence Photoshop, le logiciel d'Adobe qui est payant. Il faut savoir, pour des fonctions de base, vous avez l'équivalent gratuit, légal, qui s'appelle Photo PEA, et c'est une application en ligne, on peut faire de la retouche d'image et c'est compatible avec les fichiers Photoshop. Et puis après, si on veut un logiciel pour installer sur son ordinateur, on a Photofiltre. Attention, c'est compatible que sur Windows, pas sur Mac. GIMP, c'est le Photoshop, libre et gratuit, qui est un petit peu complexe à prendre en main, je le cache pas, mais qui a un potentiel énorme. Et là, il est compatible Windows, Mac, voire Linux. Et on va finir sur du contenu qui est fortement recommandé ou obligatoire. Alors sur le côté fonctionnel, pour moi, le formulaire de contact, c'est la chose qui est obligatoire sur un site internet. Je vous déconseille de mettre, votre mail, sur le site, du style, tléger@artisanat-bsc.fr, tout simplement pour 2 raisons. La première, pour pas que les robots, récupèrent cette adresse et que je reçoive des spams. Et la deuxième, bah, si vous cliquez sur cette adresse-là et que vous n'avez pas configuré de logiciel de messagerie, et bah, la personne ne pourra pas envoyer de mail. Donc l'idéal, c'est d'envoyer des mails via un formulaire de contact, et ça, c'est une fonctionnalité qui est indispensable, à mettre sur un site. Ensuite, il y a des règles qui sont imposées par la réglementation. La RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, personnelles. Vous savez, tout ce qui est gestion des cookies. Il y a aussi toute la partie mention légale d'un site internet ou les conditions générales de vente. Donc ces 3 fonctionnalités vont être notamment obligatoires sur un site de vente en ligne, et ça, ce seront des choses qui seront, obligatoires à mentionner. Et par exemple, si vous faites un cahier des charges avec un prestataire, de bien vérifier que ces 3 points vont être abordés. Et par exemple, qui rédige les mentions légales? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le prestataire?
conditions générales de vente, ça peut pas être le prestataire, ça peut être que vous, parce que c'est comment vont se passer les ventes, vont se passer les paiements, comment vont se passer les retours. En fait, les conditions générales de vente, hein, c'est le document qu'on va lire le jour qu'il y a un conflit avec le client. Voilà, donc moi, quand j'anime des stages, par exemple en formation, eh ben, je commence toujours par ce côté réglementaire, parce que c'est moi qui impose le texte, je dirais le texte ou les fonctionnalités, et ce qui permet de prendre l'outil en main et de le faire évoluer. Et une fois qu'on a son site internet, on va parler référencement. Avant que je parle, que je donne quelques astuces sur le référencement, est-ce que Margot, tu as des questions ou des remarques? On avait juste une question, Catherine, qui souhaite obtenir nos slides. J'allais répondre qu'on ne transmettait pas les slides, mais dans tous les cas, si vous voulez nous envoyer un mail pour avoir certaines informations, notamment les sites que Thierry a abordés un peu plus tôt, on vous répondra avec grand plaisir. Et Thierry est actuellement en train d'enregistrer le webinaire, donc replay. Normalement, c'est en replay, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème technique, il est disponible. Mais si jamais il y avait un souci, parce que on ne sait jamais, si jamais il y a un souci, surtout, vous n'hésitez pas à nous recontacter. Vous réécrivez à l'adresse que vous avez eue pour vous connecter et on vous répondra, bien entendu. Il Et n'y on a vous pas de mettra problème. aussi les adresses à la fin du PowerPoint, on reverra, enfin, normalement, donc voilà. Autre question, si on trouve une photo sur Internet, comment savoir si elle est libre de droit? Alors, théoriquement, le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de reprendre des photos sur Internet. Ça, c'est la règle de base. Après, il Mm. faut aller sur le site. Et puis peut-être que le site va vous dire, eh ben, ces photos qui sont sur mon site, elles sont libres de droit. Vous avez le droit de les reprendre gratuitement à usage perso ou à usage commercial. Donc ça, il faut aller sur le site et voir. Mais partez du principe qu'une photo trouvée sur Internet, on n'a pas le droit. Je dirais, les 4 photos que vous avez à l'écran, théoriquement, j'aurais même pas le droit de les reprendre parce que j'ai fait un copier-coller bête et méchant sur Internet. Je sais, c'est pas bien Margot, mais normalement, j'avais pas le droit de le refaire. Euh, Après, soignez aussi les mentions légales sur votre site internet et aussi dans les mentions légales, on va noter que les photos qui sont sur votre site, on n'a pas le droit de les reprendre. Donc allez voir aussi les mentions légales du site internet, ça peut vous donner aussi des idées. Mais aussi dans vos mentions légales à vous, mettez que les photos, on n'a pas le droit de les reprendre les images. Pareil, si vous êtes perdu sur les mentions légales, on a un modèle qu'on peut vous donner, une suggestion de mentions légales à adapter à votre site internet. Donc tous ces outils, on peut vous les donner gratuitement. Un petit mot sur le référencement. L'objectif, c'est pas de vous faire le webinaire du référencement, mais de vous donner quelques pistes pour être trouvé rapidement et gagner en visibilité avec le référencement. Alors, le référencement, il y a 2 types de référencement. Il y a le référencement naturel et le référencement payant. Moi, je vous conseille de partir sur le référencement naturel et quand vous aurez fait tout ce qu'il y a à faire sur le naturel et que ça ne suffit pas, on réfléchira à faire du référencement payant. Alors, le référencement payant, ça s'appelle le SEA et surtout une règle en termes de référencement, il faut être patient. C'est pas parce que je publie mon site aujourd'hui qu'il va exploser, décoller et que j'aurai énormément de visites et d'achats sur mon site internet. Un point important aussi, lorsque vous passez par un prestataire, tout de suite, il va vous proposer du référencement payant. Et je vous ai dit, il y a énormément, énormément de choses à faire avant sur le gratuit. Donc ne partez pas sur du payant avant d'avoir oublié de tout faire sur le gratuit. Quels sont les moteurs de recherche? À plus de 90% en France, on utilise Google pour faire nos recherches. Donc la priorité, il faut être présent sur ce moteur de recherche. Vous en avez d'autres. Il y a Bing qui monte de plus en plus. Vous avez Yahoo, Ecosia, DuckDuckGo, Quant. Mais quand on voit ces chiffres-là, il n'y a pas le choix. Il faut être sur Google si on veut être trouvé. Alors, quelques petites astuces sur le référencement, au terme du référencement naturel. Les points à travailler, il faut déjà des contenus de qualité et optimisés, et notamment les mots-clés. Il faut une facilité de navigation. Il faut des liens dans son site internet
pas en nombre, mais positionné correctement. Il faut que le site soit fluide, rapide. Il ne faut pas qu'on attende que les pages s'affichent, ça rame, parce que sinon la personne va, va zapper. Et il faudra que renommer toutes les photos qu'on va intégrer dans son site. Quand vous faites des photos avec son téléphone ou son appareil photo, elles s'appellent tous DSCN avec tout un tas de chiffres. Et ben ça va pas du tout optimiser pour le référencement. Donc dès qu'on va importer nos photos sur notre site internet, il faudra les renommer, les préparer. Et lorsque vous faites par exemple une recherche, exemple, on a mis cadeau fête des mères sur internet, vous avez le titre, idée cadeau fête des mères 2021. Ça, c'est du référencement. On l'a écrit dans le site internet. Et en dessous, vous avez du texte. Et ça, c'est du texte qu'il faudra préparer dans le, avec l'outil de conception du site. Il y a des outils gratuits, par exemple. Vous n'avez pas du tout la main pour changer ces informations-là. Et c'est des infos génériques qui seront toutes les mêmes. Et du coup, ça n'aidera pas du tout au référencement. Donc ça, c'est des petites astuces que vous présentera un des collègues cette semaine sur le référencement dès qu'on a son site internet. Un autre point qui est pour moi, qui fait partie du référencement de site internet, c'est le référencement avec Google Établissement, la fameuse fiche Google Établissement, d'être géolocalisé. Je dirais même dès aujourd'hui, vous pourriez même être sur Google, présent sur Google sans site internet. Et je dirais, c'est peut-être même par là qu'il faut commencer. Et on accompagne beaucoup d'entreprises avec Margot pour créer leur fiche établissement. Et pour cela, il faut un compte Google. Alors, si vous avez déjà un Gmail, vous avez déjà fait 50% du travail. Ensuite, on se connecte via le navigateur et on cherche Google Établissement. Et on va se géolocaliser. Et ensuite, on va activer son compte. Alors, soit une validation par vidéo, il faut une petite vidéo, réaliser une petite vidéo ou envoyer un SMS, ou des fois ça se fait très rapidement. Et là, on va pouvoir afficher ses horaires, son adresse, son site internet, son téléphone, ses produits, ses services. Et ça, c'est entièrement gratuit. Et je dirais, il faut presque commencer par là en termes de référencement. Et c'est vous qui devez le faire, j'insiste bien là-dessus. C'est vous, ça ne doit pas être un prestataire parce que c'est vous qui devez avoir la main, les clés, les codes pour faire vivre votre fiche. Le référencement, se faire connaître. Là, ben, je dirais mentionner au même titre que vous mentionnez votre numéro de téléphone, sur vos cartes de visite, sur vos flyers, mentionnez votre site internet. Alors, j'ai listé des documents, carte de visite, flyers, affiches, banderoles, le papier en tête, le devis, la facture, la carte cadeau, le véhicule. Heu, Ça, c'est le support un peu physique. Sur les supports, je dirais numériques, signature de mail, pensez à mettre, votre signature de mail, sur votre outil de messagerie et ça, faut le faire sur chaque appareil utilisé. Moi, j'ai pas besoin de savoir que Margot, elle a un iPhone ou là, je sais pas quoi, lorsqu'elle m'envoie un mail, plutôt qu'elle m'affiche directement son nom et son mail, voire son téléphone et ça se configure naturellement et c'est entièrement gratuit et pour moi, ça intervient dans le référencement. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, sur Instagram, Pinterest ou autre, et ben, allez dans la configuration du compte pour bien noter l'adresse de votre site internet. Vous avez une chaîne YouTube? Pareil, on va configurer la chaîne YouTube pour mettre l'adresse de votre site internet. Je dirais chaque fois où vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, et ben, mettez votre adresse de votre site internet parce que votre site internet, ça peut être même plus large parce qu'on peut vous envoyer un mail, on peut vous contacter, on peut retrouver du contenu, on peut acheter, on peut voir, on peut télécharger tout un tas de documents. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup, et ça, c'est pas le prestataire qui va vous le faire, ce sera bien vous qui avez la main et souvent ces points-là sont souvent oubliés, je dirais, pour les chefs d'entreprise, pour les artisans. Et le référencement payant, c'est quoi? Eh ben, quand c'est payant, c'est que déjà vous voyez souvent alors ça s'affiche, lien sponsorisé ou annonce. Et ben là, c'est des campagnes publicitaires où la personne est prête à payer pour que ses produits apparaissent, dans Google et là, je dirais ce point numéro 4, le référence payant, je le ferai au dernier ressort quand j'aurai bien fait les étapes 1, 2 et 3
et ne vous lancez pas dans du référencement payant si vous avez complètement oublié ou pas développé à 100 les 3 premières étapes. Voilà, ce que je voulais vous dire sur la création de site internet et ça fait beaucoup de choses et du coup, la chambre de métier vous accompagne et là, je vais laisser, je dirais Margot, nous en dire un petit peu plus sur les accompagnements que vous propose et Margot, je te pose tout de suite une question, c'est gratuit ou c'est payant? CMA vous accompagne et c'est gratuit. Je reviens juste rapidement sur peut-être les questions. La chaîne YouTube aussi est gratuite hein, de la chambre. Donc, si c'était ça la question, en tout cas. On a juste deux questions avant de continuer là-dessus. WordPress.org est-il un hébergeur? Alors répète la question, wordpress.com est-il un hébergeur? .org. Non, non. Ils mettent à disposition les outils, les fichiers, et ces fichiers, il faut les prendre et aller les installer sur notre hébergeur, chez Ionos, chez OVH, chez d'autres prestataires. Alors pour faire même encore plus simple, OVH, Ionos, O2Switch, pour ceux que je connais, vous propose même de vous l'installer à votre place gratuitement. Merci. La fiche établissement permet-elle une visibilité même avant de faire le site? Bon, ça, oui. Je te Oui, laisse oui, répondre, mais oui. oui, 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 et je le redis, oui. On Et n'a pas oui. fait de webinaire spécifique sur cette fiche établissement pour cette campagne de cette semaine numérique, mais vous créez une entreprise, faites déjà votre fiche établissement, ça c'est la base. Vous n'avez Première pas chose à de, faire. vous avez pas de site, vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de Facebook, vous n'avez pas d'Instagram, mais en premier, faites cette fiche Google établissement et ensuite vous allez la faire évoluer. Vous pourrez mettre l'adresse de votre Facebook ou vous pourrez mettre l'adresse de votre site internet plus tard. Mais la priorité, c'est votre fiche Google établissement. C'est aussi la fiche qui va permettre de générer, de mettre des avis. Donc, c'est le numérique, c'est pas un seul outil, hein. Je suis pas en train de vous opposer la fiche Google établissement, le site internet, la page Facebook ou Instagram. C'est un ensemble qui fait que, eh bien, on sera visible et on sera dynamique. Mm. Et surtout, je dirais, faites un site internet si vous allez ensuite le faire vivre. Ne faites pas un site internet pour faire comme les copains. Ou ne créez pas une page Facebook parce que mon voisin a une page Facebook, je vais faire comme lui. Non, c'est vous en faites une si derrière vous êtes capable de vous l'approprier, de le faire vivre. Et que ça correspond aussi à la cible, au marché, etc. En fait, il y a eu la question tout à l'heure de Monsieur Damé, si ça vaut le coup d'avoir un site alors qu'il y a plein d'autres plateformes, les réseaux, les sites de vente, etc. En fait, tout est une question de se poser les bonnes questions par rapport à votre entreprise. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça correspond à vos clients? Enfin, il faut pouvoir faire le bilan de tout et se rendre compte que oui ou non, ça me correspond. Et est-ce que je suis prêt à m'investir autant qu'il y a besoin d'investissement aussi? Alors, investissement en temps et en argent. Et en argent. Gwendoline nous demande du coup pour la page Google, même sans lieu fixe, dans quel sens? Parce que c'est vrai que du coup, la page Google, la page Google établissement, c'est un sous-outil de Google Maps. Donc, sans lieu. Après, Alors, normalement, vous c'est êtes censé avoir un exemple. CHEC. Alors, exemple, j'ai une activité où je propose mes prestations à domicile. Exemple, toilettage canin à domicile. On peut se géolocaliser, de dire mon siège social est à Auxerre et j'interviens dans un rayon de 20 km. Donc ça, c'est du paramétrage qu'on va faire dans Google. Le lieu n'apparaîtra pas, mais quand les gens vont faire une recherche aux alentours d'Auxerre, dans un rayon de 20 km, sur le domaine du toilettage canin, ma fiche pourra apparaître. Je dis bien pourra, hein. C'est pas vous qui avez, on n'a pas entièrement la main, c'est Google qui gère les modes d'affichage. Est-ce que c'est intéressant de se faire accompagner par une personne qui fait du SEO pour optimiser son référencement? Une fois qu'on a tout fait ce qui est gratuit, mais qu'on a du mal à se faire connaître. Et bien là, si tu n'as pas d'autres questions, je te propose d'y répondre Margot avec la suite Mhm. sur l'accompagnement. En fait, j'ai d'autres questions. Ça Ah, n'arrête pardon. pas d'arriver. Bon, bon, Est-ce que je peux référencer mon site internet que j'ai créé alors, par un prestataire? alors attends, est-ce que je reviens à la question qu'on avait juste avant Après, celle-là, je pourrais y répondre enfin, oui. juste après, vu qu'on va Alors, présenter les. après, ce qui est important de faire, c'est de se faire accompagner, Mm. et je devance un petit peu ce qu'allait dire Margot, mais c'est de faire un audit déjà du site internet. Qu'est-ce qui a été fait? Comment ça marche et si jamais ça ne décolle pas, bah pourquoi alors malgré que je l'ai fait avec des outils gratuits moi-même,
est-ce que je suis prêt à investir de l'argent et d'être accompagné ou de passer au référencement payant en fonction de ce que je veux faire. Mais l'important, ce sera de faire un état des lieux, un diagnostic. Mm. J'ai un site Joomla avec un prestataire. Est-ce que c'est un bon outil selon vous? Je voudrais rajouter les achats possibles en ligne via boutique. Eh bien, aujourd'hui, je propose des formations, quoi. On anime à la Chambre de métier des formations avec WordPress et j'utilisais par le passé Joomla. Donc Joomla, c'est un très bon outil, mais il a fallu faire des choix. Alors Hmm. Joomla, c'est un très bon outil pour faire un site internet. Je trouvais même qu'il était plus adapté pour faire des choses sur des fonctionnalités très pointues. Il était très bien. Je l'utilise encore même avec d'autres structures. Joomla ne propose pas de mémoire la vente en ligne et là il faut rajouter un module de boutique et si je me trompe pas c'était Magento qui proposait les modules de vente en ligne. Je vois aussi d'autres questions par rapport à la page Google Établissement. On va pas forcément répondre enfin, c'est pas le thème de la journée. Donc, on va avancer sur le PowerPoint et l'accompagnement de la Chambre des métiers parce qu'on peut vous accompagner encore une fois là-dessus gratuitement. Donc, je vais présenter notre activité. Et si vous avez encore des questions par rapport à d'autres sujets qui ne sont pas abordés aujourd'hui, vous trouverez du coup enfin, vous prenez le mail pour lequel vous avez reçu les invitations à la semaine du numérique. Donc, la personne de votre département qui s'occupe du numérique, moi par exemple pour le 71 ou Thierry pour 89. Et vous envoyez un petit mail et on sera ravis de vous répondre. Je te laisse avancer sur le PowerPoint, Thierry. Du coup, on l'a répété plusieurs fois au cours de ce webinaire. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous suivent depuis enfin, pas mal de temps et qui le savent déjà. Mais effectivement, on peut vous accompagner gratuitement sur les aspects du numérique dans l'entreprise. Comme je le disais au début et comme je viens de le dire, il y a une personne dans chaque département de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, en fonction de là où vous êtes situé, il y a une personne qui correspond à votre département. On peut vous aider du coup sur l'ensemble du numérique. Donc, on va d'abord commencer par réaliser, si vous le souhaitez, un diagnostic numérique, donc un espèce d'audit en fait de vos pratiques, ce qui a été fait de bien, ce qui doit être amélioré. On peut aussi travailler sur tout ce qui est cahier des charges, comme le disait un peu plus tôt Thierry, du site internet, vous aider à le créer. Pareil pour l'audit de site internet. On peut aussi accompagner toutes les personnes qui ont besoin de mise en place de signatures électroniques pour des réponses à marché public ou pour des garages, pour tout ce qui va être délivrance de cartes grises. Et enfin, on peut vous accompagner toujours gratuitement, sur mesure, en fait, selon votre besoin, sur une ou deux demi-journées pour le coup, en fonction vraiment de vos besoins. Donc, c'est souvent pour ça qu'on réalise un diagnostic au début pour voir ce que vous avez fait de bien et ce qu'il faut améliorer. Et ensuite, on met en place un plan d'action ensemble sur ce que vous souhaitez pour développer justement le numérique dans votre entreprise. Donc, les accompagnements, ça peut être très simple, hein, le nom de domaine, les réseaux sociaux, créer ma première page Facebook, créer des marketplaces ou Instagram, le fichier Lancer sa page clientèle. Google. Ouais, oui, Google Établissement, on aurait pu la rajouter ici. Le Mm, fichier clientèle, qui pour moi aussi indispensable à réaliser, c'est tout mm, simplement un tableau, un tableau. Alors je vais dire Excel, mais un tableau. On va avoir listé tous les mails, tous les téléphones de mes contacts, de mes prospects. Et par exemple, le jour où je vais lancer mon site internet, eh ben, d'envoyer un petit mail à ces gens-là pour leur dire coucou, j'existe. Et du coup, bah, on va encore travailler sur le référencement. Donc, vous avez bien compris, si on reprend le site internet, on peut vous accompagner sur le cahier des charges, mais on peut aussi vous accompagner pour ceux qui ont déjà un site internet. Tout à l'heure, on avait des questions par rapport à Joomla ou d'autres sujets. Donc là, on peut vous accompagner. Alors, soit ce sera Margot, soit ce sera moi. Mais on peut aussi, nous, on travaille avec les collègues des autres départements parce que, bah, exemple, je ne maîtrise pas tel outil, et ben, j'irai plutôt voir mes collègues. Et ça, on est une force, je dirais, de travail en équipe et mm. d'échange entre nous parce on a des profils différents et des spécialités un peu différentes. Et ce qui fait la richesse, et vous avez bien compris que le numérique, c'est quelque chose de très large. D'ailleurs, L'RGPD aussi. ça se voit nos spécialités sur ceux qui animent certains sujets sur la semaine du numérique. Chacun est à l'aise sur son propre sujet. Voilà. Et donc le fichier clientèle est aussi très très important. La RGPD, tout ce qui est conformité, et ça va faire notamment l'objet d'un webinaire cette semaine et de la sécurité aussi aujourd'hui. Et il y a aussi tout ce qui est paramétrage. Alors ça peut être des choses très simples, des petits problèmes. Je ne maîtrise pas Excel ou Word, je suis bloqué sur des formules de calcul. Je veux déposer ma facture avec Chorus Pro, je veux faire la signature électronique.
Et puis, on a mis 3 petits points parce que ça peut être du dessin 3D, du dessin 2D, voilà. Et on vous dira, on est capable de vous accompagner, avoir fait un petit point avant. On dit ça rentre dans nos compétences, ça rentre pas dans nos compétences, ou dans le volume, d'activité. Voilà. Et on vous propose des formations, on a un catalogue de formations et pour ce qui est de la chambre de métier, on propose les formations avec l'outil WordPress. Pour la création de site, ouais. C'est en général une formation du coup sur 4 journées. Ça va être par exemple 4 mardis ou 4 vendredis. Et vous repartez normalement avec votre site clé en main. En tout cas, un bon premier essai. J'ai une question, une ou deux demi-journées, c'est le max, ça veut dire que cela devient payant à un moment donné. Eh bien, après, on va définir avec vous. On a différents. Alors, pourquoi c'est gratuit? Pourquoi c'est gratuit? Parce que nous sommes financés avec des aides de l'État et des aides du Conseil régional de Bourgogne, Mhm. ce qui nous permet de faire les accompagnements gratuits. Après, lorsqu'on va dépasser certains seuils, bah là, on va définir avec vous les modalités et on a aussi des évolutions de notre côté où il y a des prestations qui vont être proposées. Mais on propose déjà beaucoup de choses gratuites. Après, ça peut être un entretien individuel. On peut vous faire entrer dans différents dispositifs, voire on peut aussi le ventiler sur 2 années. Voilà. On est obligé de fixer des règles, hein. On n'est pas là. Si on devait s'occuper de tous les artisans à temps plein et qu'on devait y passer 10 jours par chaque artisan, bah, ce serait pas possible. C'est pour ça qu'on a des règles. Mhm. Euh, c'est tout bon, j'ai plus de questions. Alors, est-ce que Ouais, vas-y. Alors, est-ce que si vous avez voilà, il y a un petit temps d'échange, questions-réponses. On peut aller plus loin. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez artisanat-bsc.fr/numérique. Là, vous allez retrouver tous les liens vers les inscriptions du webinaire de cette semaine et seront publiés, je dirais dans une semaine, dans 15 jours, les replays. De toute façon, on vous enverra un mail pour vous donner les adresses des replays. On pourra aussi vous redonner des anciens replays. Et notamment, on avait beaucoup de questions sur Google Établissement. On a fait le choix pendant cette semaine de ne pas en parler pour une fois, mais pour ceux, ne soyez pas frustrés, vous allez trouver sur notre site des Mm. infos pour la page Google Établissement. On a aussi créé une page informatique où l'on a mis quelques tutos, notamment pour faire des campagnes de communication. Et j'en profite pour ceux qui sont déjà installés. On lance les trophées du numérique et ça se termine le 25 octobre. Donc on a créé une page pour candidater au trophée du numérique. C'est comment j'utilise le numérique dans mon entreprise. Alors ça peut être le site internet, réseaux sociaux, des logiciels liés au numérique ou des prestats que je propose. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il y a une dotation régionale de 1 000 euros. Et surtout, c'est une occasion aussi de vous faire connaître, de faire connaître votre entreprise, vos services au niveau du grand public et de l'artisanat. Ah, et Pascal reprécise que pour la fiche Google établissement, il y a un webinaire gratuit en décembre. On te Oui, voit, ça, Pascal. Pascal Borto, allez, Pascal Bourti. hop, Pascal qui nous accompagne aussi pendant cette semaine. Pascal, et donc là j'ai remis les coordonnées de tous les collègues avec le téléphone et le mail. Euh, On organisera 2 webinaires en novembre et en décembre, dont un avec la Google, tout simplement parce qu'on a un partenariat avec Google. Donc là, on est en visioconférence. Et sachez que dès mars 2024, il y aura une campagne en présentiel. On va animer des ateliers avec Google en présentiel dans les 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Et vous aurez aussi l'occasion de venir nous rencontrer en physique. Et on vous informera des dates. On est en train de travailler sur le planning des dates et des sujets. Mais sans trop en dévoiler le contenu, je peux vous dire que la fiche Google Établissement fait partie de ces réunions qu'on anime avec Google en présentiel. Et avec Pascal nous a prévu en décembre un webinaire spécial dédié à la fiche Google Établissement. Voilà. S'il n'y a pas de questions, Non, Margot, il n'y en eh a bien, plus. je vous remercie de votre participation et on vous souhaite une bonne journée et de nous suivre sur cette semaine du numérique. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes Mm. ou des accompagnements. Merci à tous. N'hésitez pas à vous reconnecter cet après-midi. Peut-être qu'on vous suivra sur cette semaine. Peut-être que je vous retrouverai vendredi après-midi, même si c'est la fin de la semaine. En général, c'est compliqué.
Merci de vous être encore connectés et à très bientôt du coup. À N'hésitez très pas à nous bientôt. contacter. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.